Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et au programme du jour, je vous propose de suivre en images mes Messor Barbarus. Comme je vous avais montré lors de précédentes vidéos, j'avais fait un test à plus grande échelle donc pour comparer un peu l'évolution des Messor Barbarus, non seulement par leur nombre, parce que bien entendu vous le voyez dans cette fondation nous avons 7 reines, et je tiens d'ailleurs à vous avertir par la même occasion qu'il faut être prêt en fait. Lorsque vous tentez de jouer à ce petit jeu, j'ai envie de dire, hein, même si ce n'est pas un jeu, bien entendu, ce sont des insectes avec une vie, il faut en prendre soin, mais je veux dire par là, si vous tentez de jouer avec le diable en ayant plein de reines dans une même colonie, hein, ce qui est totalement viable et démontré depuis un certain moment chez les Messor notamment, qui ont été décrites dans le passé comme monogynes, ce qui est certainement à revoir, mais bon, je ne suis personne pour juger de cela, loin de là, hein, j'ai pas fait d'études, ce n'est pas mon métier non plus, donc j'ai pas la prétention de dire ce genre de choses avec une certaine arrogance, mais il est vrai qu'on a quand même quelques idées que voilà, les Messor s'entendent plutôt bien, même à plusieurs reines, cependant, on ne peut rien affirmer. Comme vous le voyez donc, je tiens à vous dire aussi de manière préventive qu'il faut faire attention en fait, si vous souhaitez tenter l'aventure, c'est totalement réalisable, bien qu'on n'ait pas à l'abri qu'il y ait tôt ou tard un petit conflit, c'est possible, on ne saurait dire, bon, jusqu'à maintenant, sur toutes les colonies que j'ai, enfin, parce que j'en ai quand même 4, 5 même, qui sont justement polis comme vous le voyez actuellement, polis, je le dis comme ça, mais ce n'est peut-être pas sûr, hein, bref, vous l'avez compris, il y a de grands guillemets, tout se passe bien en fait, j'ai perdu aucune reine n'a eu de conflit avec une autre, il n'y a pas eu de perte nulle part, toutes mes fondations, d'abord à l'époque vous vous rappelez, hein, je n'avais que des reines seules bien entendu, en fin d'année, obtenues en fin d'année 2002, se sont bien développées cette année, et maintenant, comme vous le voyez, on a de nombreuses ouvrières. Cependant, à comparer avec une reine seule, le développement est vraiment complètement dingue en fait, et c'est pour ça que je vous mets en garde, parce que vous savez, chez Messor Barbarus, déjà quand vous atteignez, je vais dire, les 100-150 ouvrières, votre reine qui est potentiellement seule a un régime déjà beaucoup plus soutenu. Et celle-ci va pondre déjà bien plus, et vous allez voir que celle-ci va grandir assez rapidement. Alors imaginez-vous avec cette reine. Là, on se rend compte tout de suite que j'ai déjà beaucoup d'ouvrières, qu'il y a une grosse activité, qu'elles consomment bien, enfin bref. On le remarque, le couvain est impressionnant, on voit qu'il y a potentiellement de petits médias qui arrivent, de petits majors, pardon. On a déjà des médias dans la colonie, et ça c'est des stats que... Avec une reine seule, ça met un peu de temps avant d'arriver, vous voyez ce que je veux dire, ce n'est pas immédiat. Là, c'est vraiment, on est sur le deuxième couvain, enfin, c'est-à-dire qu'on a eu la première vague de naissance, et ça, c'est la deuxième vague, on va dire. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte de comment ça va vite, il y a des majors qui sont déjà générés. C'est complètement dingue. Quand je vous parle de prévention, je n'ai pas la prétention de vous dire attention, soyez responsable, ne faites pas n'importe quoi, blabla, non. Chacun fait ce qu'il veut, vous êtes de grandes personnes, et même si vous êtes plus jeune, voilà, si vous avez le corps de vos parents, etc., bon, je n'ai pas à me mêler de ça. Je veux juste vous dire que cette colonie, il va falloir l'assumer. Alors, ce n'est pas question de prix, hein, parce que les graines, ça ne coûte pas grand-chose, de l'eau non plus, en soi. Il va falloir l'entretenir cependant, voire pour la chauffer correctement, parce que bien entendu, ce n'est pas parce que cette espèce vit à, je sais pas moi, dans le sud, etc., que vous vivez au même endroit, que vous allez vous dire, bon c'est bon, il n'y a pas besoin de chauffage. Alors, il n'y a pas de problème, vous pourriez le faire de cette façon, mais en nature, elle bénéficie des bienfaits du soleil, des pierres qui sont chauffées à longueur de journée, enfin vous voyez, toutes ces choses qui leur font du bien et font évoluer vraiment la colonie correctement. Bref, tout ça pour dire que voilà, c'est une expérience à faire, parce que, effectivement, si vous avez connu un développement classique d'une seule reine, c'est déjà pas mal, mais ce n'est pas du tout le même quoi. Ici on a vraiment un développement qui est totalement fou, et j'imagine que ces colonies peuvent, par la suite, être très rapidement hyper impressionnantes à observer. Mais bon. Pour résumer, sinon, vous vous rappelez, je vous avais tous montré directement mes petites fondations avec mes reines, hein, donc tout s'était bien passé, l'acclimatation était bonne, on a commencé à les chauffer après la diapose ici, et tout de suite on remarque, sortie de diapose début mars environ, ici on est le fin mai, on voit déjà que le couvain est franchement assez impressionnant, donc franchement c'est une super expérience à faire. Bien entendu moi je ne garderai pas toutes mes fondations, je vais vous en montrer plusieurs notamment dans cette vidéo, elles seront disponibles plus tard, peut-être des dons, des ventes, j'en sais rien, on verra, je suis pas encore là. Mon but étant de vous montrer aussi l'évolution d'une fondation nourrie principalement avec des graines, d'une fondation nourrie avec des protéines, notamment des blattes, etc. Une fondation avec nourrie avec peut-être un peu plus de protéines que l'autre, vous voyez l'idée, mais tous sur un même statut en termes de chaleur, d'humidité, etc. Donc voilà, c'est une petite expérience qui ne paye pas de mine, mais ça nous permettra de voir un peu ce qui se passe, etc. Alors,
Une chose importante également, enfin du moins que j'aime préciser, en termes d'alimentation, les messors, certes on le connaît, sont granivores, etc. La nourriture principale c'est les graines, enfin bref, on connaît le blabla. Il faut se dire qu'en nature, une fourmi, que ce soit messor ou n'importe laquelle, elles vont pas se faire prier. C'est-à-dire que, je veux dire par là que si elles trouvent, peu importe la source de nourriture, elles vont aller la consommer. Que ce soit du soda, que ce soit des fruits, que ce soit des légumes, je ne sais lesquels, mais admettons une carotte potentiellement, si ça se trouve, elles vont peut-être y porter de l'intérêt, vous voyez l'idée. Bref, je vais vous montrer quelques images justement de fourmis, notamment des messors, qui ont été prises en nature, que vous retrouvez sur le site iNaturalist, et vous allez pouvoir vous rendre compte qu'elles sont attirées par pas mal de choses au final. Alors ici, vous voyez, on a des larves d'insectes, on a notamment du pain, tout simplement une baguette de pain qui a été jetée. Ici on a un os de je ne sais quel animal, et on remarque qu'elles attaquent également des insectes. Alors bien entendu, elles s'attaquent aux graines, elles sont... comme on les connaît, bien entendu, on va pas inventer des choses, mais... Quand on dit qu'elles ne sont pas spécialement portées sur une alimentation de protéines, pour moi c'est faux en fait. C'est juste qu'elles n'ont pas spécialement la chance d'en obtenir en nature constamment. Mais les images démontrent que elles vont forcément saisir l'opportunité, vous voyez. Par exemple, j'avais pris comme métaphore la dernière fois que si un animal était mort à proximité, elles vont pas se faire prier pour aller consommer celui-ci, couper la peau, etc. Vous voyez l'idée, donc voilà. C'est juste pour dire ça, c'est juste la petite parenthèse. Je pense que, certes, leur alimentation principale, telle qu'on la connaît, ce sont les graines, et c'est d'ailleurs ça qui est fascinant chez les messors, mais ça ne s'arrête pas là, quoi. Je veux dire, il faut pas négliger pour autant les protéines, etc. Alors, moi j'ai aucune prétention, je vais pas vous affirmer ces choses ou quoi, je vous donne juste mon état d'esprit, ce que je pense, ce que je constate en fait, c'est juste ça. Je n'aurai aucune prétention de vous affirmer ou de prétendre que je suis un professionnel des messors, loin de là. Moi je suis professionnel de rien du tout, je vous partage juste ce que j'observe, ce que je constate, ce que j'élève, ma passion tout simplement, vous voyez l'idée ? Bon voilà, mais c'était un petit point parce que je trouvais ça intéressant en fait. En fait, toutes les espèces de fourmis ont un peu une alimentation que l'on connaît, qui est observée, qu'on sait d'avance, je veux dire par là. Mais par exemple, regardez, il y a certaines Odontomachus, notamment en Amérique du Sud, qui vont avoir pour base 70-80% d'autres fourmis. C'est-à-dire qu'elles vont consommer jusqu'à 80% de leur alimentation principale d'autres fourmis, d'autres insectes. Si elles trouvent d'autres éléments, d'autres, je vais dire, ressources, elles vont pas se faire prier, notamment même des liquides sucrés. C'est juste que on sait que celle-ci est dans un milieu bien précis où elle consommera ce genre de protéines et ce genre d'éléments, vous voyez. Donc voilà, je pense qu'il faut pas s'arrêter non plus aux essentiels, et il faut peut-être s'ouvrir un peu plus et se rendre compte de ce qu'elles ont besoin réellement et qu'elles ne refuseraient pas. Bref, ici vous le voyez sur mon petit zoom là, on se rend compte que plutôt je vous ai montré un tube avec une mousse PVA. Et ici on a justement du coton classique. Alors ce qu'on peut se rendre compte, c'est qu'elle consomme... Elle consomme énormément d'eau, et on voit très bien que ce coton en fait, sur une partie, il s'est asséché. Parce que forcément elles absorbent de l'eau, elles en ont besoin, notamment pour créer le pain de fourmi. Alors, je disais donc, on se rend compte qu'elles absorbent justement cette eau, et là on voit qu'il y a une partie plus sèche, donc on aura une hygrométrie à l'intérieur du tube qui est moindre, comparée à la mousse PVA. En fait, ce qui se passe avec la mousse PVA, c'est qu'elle se rétracte au plus l'eau est consommée, comme vous l'avez vu dans le tube précédent, donc cette mousse bleue. Alors, même ici, je vais stopper le débat directement, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pas mieux, qu'est-ce que j'en pense, machin, voilà, je m'en fous, franchement, je suis pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien, bref. Moi je l'utilise, et ce que j'ai remarqué c'est que pour ma Myrmecocystus placodops ça a très bien fonctionné, pour l'humidité elle avait vraiment ce qu'il fallait, elle a fondé très facilement, et c'est d'ailleurs ce que m'avait recommandé un gars aux US directement, il m'avait dit ça c'est vraiment top pour la fondation notamment des placodops, bref. Et ici je me suis rendu compte également que en termes de consommation d'eau, les messors qui sont dans les tubes avec la mousse PVA ont consommé bien plus d'eau que les messors qui sont avec le coton. Et je remarque aussi que les cotons se sont asséchés à 50%. Alors là c'est intéressant et c'est à surveiller parce que du coup il y a encore de l'humidité, il y a encore de l'eau. On peut le remarquer lorsque je zoome notamment à proximité des cotons, mais c'est beaucoup moins accessible que la mousse PVA. Donc pour moi, je trouve que ça serait intéressant de tester sur la durée. Qu'est-ce qui est le plus intéressant vraiment pour les fondations qui nécessitent un accès à l'eau correct, je ne veux pas dire non plus conséquent, mais c'est vrai qu'elles boivent quand même pas mal, et notamment pour les fondations qui ont besoin d'une belle humidité. Bon, c'est pas spécialement le cas des messors, elles n'ont pas besoin de 100% d'humidité, vous voyez l'idée, mais vu qu'elles ont besoin de beaucoup d'eau,
voilà, l'un dans l'autre, faut qu'elle puisse l'absorber facilement, bref. Là n'étant pas le débat, mais je me demande qu'est-ce que vous en pensez, vous, justement, dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de cette mousse PVA, et de, justement, ce qu'elle peut apporter, contrairement à du coton. Parce que ici, par exemple, une simple pression contre la mousse PVA, on a directement de l'eau, tandis que le coton, quand il s'assèche sur une partie parce qu'elle l'absorbe énormément, ben, c'est plus compliqué. Donc ça m'intéresse de savoir en commentaire ce que vous en pensez réellement, et qu'est-ce que vous avez pu déjà essayer, vous, si vous avez notamment essayé cette mousse PVA ou pas. Donc voilà. Mis à part ça, bon, vous savez, je vous fais un petit message de prévention avec les messors, mais c'est un peu toutes les espèces, hein, il faut s'en occuper quand on les prend, c'est normal en soi, mais je voulais surtout marquer le coup parce que moi-même je suis impressionné par le développement. Alors dans les images, vous avez pu voir qu'une colonie n'est pas l'autre, et que le même nombre de reines ne donne pas le même nombre d'ouvrières, ni même de couvains. Regardez, celle-ci, elle est un peu... Bon, il y a du monde, hein, mais c'est moins impressionnant que la colonie précédente, pour exemple. Comme quoi, les conditions parfois peuvent être similaires, mais ne donneront pas les mêmes résultats, qu'importe le nourrissage. Actuellement, elles n'ont été que nourries toutes que de graines, donc il n'y a pas eu d'autres produits donnés, je n'ai pas encore donné de protéines ni rien, je vais seulement en donner. Donc on verra également, par la suite, justement, je vais mettre comme des numéros sur les tubes, qu'on puisse différencier correctement les colonies, et à ce moment-là, on verra les évolutions. A savoir qu'il y a encore un tube, enfin du moins un tube non, mais un nid qui est tout simplement dans un nid terrafourmi actuellement, et là on a un développement, pardon, qui est encore différent. J'ai l'impression que l'espace, plus il est grand rapidement, alors que c'est un petit nid de fondation, hein, donc c'est pas énorme, mais si elles ont trop d'espace en peu de temps, elles sont pas spécialement rassurées, et peut-être que ça peut mettre un petit blocage sur le développement durant une courte période, j'imagine. Mais maintenant c'est relancé, hein, mais bref, c'est ce que j'avais pu observer. Alors comme je le dis, hein, il faut du recul sur pas spécialement des années, mais sur des centaines de colonies pour voir vraiment les différences de comportement dans l'alimentation notamment, et plein de choses comme ça. On peut pas vraiment dire sur l'expérience d'une ou deux colonies, mais c'est vrai qu'on peut déjà avoir des premiers... on peut déjà juger certaines choses avec l'observation, donc c'est toujours intéressant. Après, bon, il y a encore un autre débat, hein, Messor Barbarus. Est-ce que, justement, comme je vous ai demandé dans un post, est-ce que c'est fait pour les débutants? Est-ce que c'est préférable de privilégier d'autres espèces? Qu'est-ce qu'il en est? Alors, moi, personnellement, je trouve que Messor Barbarus, ou certains autres Messors, ce n'est pas spécialement difficile à faire fonder, ni même entretenir. Mais... si vous êtes vraiment débutant et que vous souhaitez observer votre colonie, votre fondation, votre reine, Messor Barbarus c'est pas le meilleur client, parce que lorsqu'il y aura des vibrations, une lumière forte ou ce genre de choses, elles vont tout de suite réagir. Un peu comme on dirait Formica, mais Formica c'est encore différent, c'est pas le même stress. Ici Messor Barbarus ça peut vraiment les stresser très fort et donc agiter tout le monde en peu de temps. Donc est-ce que c'est vraiment optimal pour un débutant ? Ça dépend l'âge aussi du débutant. Par exemple, si vous êtes si vous êtes jeune et que vous n'êtes pas spécialement patient ou pas délicat, ou que vous avez tendance à regarder les tubes mais en les déplaçant rapidement, à le poser sur le meuble en faisant un petit coup de vibration et tout, je pense qu'à ce moment-là, Messor Barbarus n'est pas le premier choix. Maintenant, si vous êtes patient et que vous savez vous retenir et ne pas aller consulter toutes les 2 secondes, bien la laisser se développer sans lui prendre la tête, alors ça se fait tout seul. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, elle a plein d'avantages, parce que, en soi, si vous partez en vacances, admettons une semaine, vous mettez des abreuvoirs en conséquence, vous mettez des graines, et voilà, elles vont faire leur vie. Certes, faut y porter attention, mais c'est vrai que ça sera plus simple. Quand vous avez une colonie unique, et que vous souhaitez par exemple pouvoir encore avoir des libertés telles que les vacances 2 semaines, même maximum, on va dire, c'est encore jouable. Donc, dans ces cas-là, ça peut être un bon choix. Maintenant, est-ce que c'est vraiment le client parfait vraiment pour débuter l'élevage? Je pense qu'il y a mieux et moins stressé. Maintenant, ce n'est que mon avis. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, dites-moi dans les commentaires. J'attends vos retours d'ailleurs sur les quelques sujets dont je vous ai demandé. On se dit à bientôt l'équipe pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas, il n'y a pas d'arrogance ni de prétention dans mes vidéos. Je ne me prends pas pour un professionnel de quoi que ce soit. Je n'ai aucune prétention de dire je suis pro, campo, messor, rien. Moi je fais juste ma vie, je fais mes vidéos, je vous les partage et je vous laisse kiffer, c'est tout. Sur ce, à bientôt l'équipe, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.